pour comprendre précisément pourquoi votre vision du monde devient si tranchante, chirurgicale et impitoyable après un contact prolongé avec un pervers narcissique, il est essentiel d'analyser le fonctionnement de votre cerveau avant cette confrontation. Avant de croiser le chemin d'un prédateur psychologique de cette envergure, l'immense majorité des personnes empathiques, justes et équilibrées fonctionnent selon ce que la psychologie comportementale appelle la projection bienveillante. Ce mécanisme d'adaptation sociale presque imperceptible est profondément ancré dans notre psyché. En résumé, vous projetez votre propre boussole morale sur l'humanité entière. Vous partez du principe indiscutable que, fondamentalement, chaque être humain possède une bonté intrinsèque. Vous supposez automatiquement que les autres éprouvent des remords lorsqu'ils font souffrir, qu'ils accordent autant d'importance à la vérité que vous et qu'ils recherchent des relations authentiques et réciproques. C'est là la grande faille de votre matrice morale. Un immense angle mort cognitif. Vous avez traversé le monde en croyant que le mal intentionnel était une anomalie statistique, quelque chose réservé aux psychopathes des films d'horreur ou aux criminels rapportés dans les journaux, et non quelque chose qui pouvait se cacher dans votre lit, vous sourire chaque matin et planifier méthodiquement et simultanément votre déstabilisation mentale et émotionnelle. Le pervers narcissique comprend non seulement cette projection bienveillante de lui-même, mais il en dépend comme de l'oxygène pour survivre et chasser. Lorsqu'il entre dans votre vie, il n'annonce pas ses intentions macabres. Les prédateurs efficaces ne montrent pas les dents avant de frapper et ce qu'il fait, c'est un scan complet de votre système de valeurs. Il télécharge votre personnalité, vos besoins les plus profonds, vos rêves inassouvis et vos insécurités. Puis, il vous renvoie tout cela avec une précision effrayante. C'est la phase que nous appelons love bombing, mais en réalité, il s'agit simplement d'une collecte de données suivie d'un vol d'identité en temps réel. Pendant cette période d'enchantement, votre foi inébranlable en la bonté universelle est validée de la manière la plus intense qui soit. Vous êtes convaincu d'avoir trouvé votre âme sœur, quelqu'un qui vous comprend enfin spirituellement. Votre cerveau est inondé de dopamine et d'ocytocine, aveuglant complètement votre raisonnement logique. Et c'est précisément cette hauteur artificielle de la chute que l'agresseur construit, brique par brique, qui garantira l'impact dévastateur lorsque le masque ne pourra plus être maintenu. Votre cerveau est activement conditionné à associer le visage et la voix de cette personne à une sécurité absolue et à un amour inconditionnel. Puis, sans crier gare, sans raison apparente, la dévalorisation commence. Le cycle de la manipulation s'amorce. C'est alors que survient le premier traumatisme neurologique majeur, déchirant le voile de votre innocence. Le contraste entre la personne parfaite, attentionnée et vulnérable du début et le monstre froid, sadique et apathique qui surgit soudainement est si extrême et absurde que le cerveau humain se met en court-circuit. Votre esprit, bâti sur cette projection bienveillante du passé, est tout simplement incapable de comprendre la malice gratuite venant de celui qui, quelques jours auparavant, vous considérait comme le centre de l'univers. Lorsque le narcissique vous impose le silence punitif, vous ignorant complètement tandis que vous pleurez dans la même pièce, lorsqu'il déforme la réalité par la manipulation mentale, vous faisant douter de votre propre mémoire et de votre santé mentale, ou lorsqu'il vous rejette avec la même froideur qu'un gobelet en plastique usagé, votre première réaction n'est pas de voir le mal intrinsèque. Sa première réaction est la confusion et le désespoir les plus profonds. À cet instant précis, vous sombrez dans une profonde dissonance cognitive. Vous tentez frénétiquement et douloureusement de faire coller les actes cruels, cyniques et calculés d'aujourd'hui à l'image du caractère admirable d'hier. Votre cerveau lutte pour maintenir l'illusion, car la vérité exige un changement de paradigme trop douloureux. Alors, vous commencez à inventer des excuses que votre agresseur lui-même n'a pas pris la peine d'inventer. Vous vous dites qu'il traverse simplement une période de stress intense au travail. Vous vous persuadez qu'il souffre de traumatismes d'enfance profonds et non résolus, et qu'il ne se rend pas compte de ses actes.
vous endossez la responsabilité de son accès de colère en prétendant l'avoir provoqué, avoir été trop exigeant. Vous vous chargez de la sale besogne de défendre votre propre bourreau, car l'alternative serait d'admettre avoir été la cible d'une manipulation émotionnelle préméditée. L'alternative est d'accepter qu'il n'y a eu ni malentendu ni erreur impulsive. L'alternative est d'accepter la glaçante réalité. La douleur qu'il vous inflige n'est ni un accident, ni un effet secondaire de sa propre souffrance, mais bien l'objectif principal d'un parasite humain. Le pervers narcissique trouve son plaisir dans le contrôle absolu, et la confusion mentale et la souffrance émotionnelle qu'il vous cause sont la preuve irréfutable de son emprise sur votre esprit. Lorsque cette prise de conscience s'impose enfin, lorsque la dissonance cognitive disparaît, étouffée par l'évidence de sa cruauté, devenue indéniable, répétitive et systématique, alors se produit un événement véritablement transformateur, la perte irréversible de votre innocence. C'est un rite de passage traumatisant, mais d'une lucidité profonde. C'est comme si l'on vous injectait un produit chimique agressif dans les veines, révélant soudain toutes les maladies et les dysfonctionnements cachés du comportement humain sur un écran haute résolution. Vous cessez brutalement de tenter de guérir le prédateur par la force de votre amour et de votre compréhension. Vous prenez conscience de la futilité tragique et de la naïveté arrogante de croire que votre empathie pouvait réparer, modifier ou sauver un trouble de la personnalité structurelle, caractérisé précisément par l'absence biologique et psychologique d'empathie. Le chagrin que vous éprouvez, qui vous consume à ce stade, n'est pas seulement le chagrin lié à la fin d'une relation amoureuse ou amicale. En réalité, la perte de l'agresseur est le moindre de vos soucis à long terme. Le véritable chagrin, la douleur obscure qui déchire votre perception de la réalité, est le chagrin de la mort de votre propre naïveté. Vous organisez les funérailles de votre capacité à faire aveuglément confiance aux autres. Vous pleurez la perte irréparable de cette version insouciante de vous-même qui croyait que l'amour pouvait conquérir des montagnes et que le bien triomphait toujours naturellement dans les relations humaines. À partir de ce point de rupture, le concept du mal cesse d'être abstrait pour vous. Il perd toute aura mystique, cinématographique ou religieuse que vous auriez pu lui attribuer par le passé. Le mal devient pragmatique, banal, silencieux et terriblement commun. Vous découvrez de la pire des manières que le mal ne porte pas de vêtements sombres pour effrayer, ni n'émet un rire machiavélique annonçant son attaque imminente. Le mal a le visage ordinaire de la personne qui vous a accueilli avec un sourire. Il a l'odeur de la personne qui a dormi à vos côtés. Il a le ton calme de la voix de quelqu'un avec qui vous parliez de projets de retraite et qui, avec les mêmes lèvres douces qui juraient un amour éternel, a proféré des mensonges calculés et semé les graines de la discorde pour détruire votre réputation dans votre dos sans que son cœur ne s'emballe. Vous comprenez, au plus profond de vous-même, que le mal n'est la plupart du temps qu'un immense vide. C'est une absence terrifiante de substance morale, une soif insatiable de pouvoir et de reconnaissance émotionnelle qui ne se soucie absolument pas du nombre de vies qu'il faut broyer, épuiser et sacrifier pour s'en nourrir. Le narcissique vous a prouvé par une expérience concrète menée sur votre propre corps et votre propre esprit qu'il existe des êtres biologiques qui arpentent les rues, peignent leurs impôts et assistent aux fêtes de famille, fonctionnant exactement comme des trous noirs sous forme humaine, aspirant toute la lumière et l'énergie environnante sans rien rendre. Cette révélation est brutale et terrifiante les premiers mois, mais c'est précisément cette destruction de vos illusions qui redéfinit définitivement votre vision. Votre perception du monde subit une mise à jour forcée, impulsée par l'instinct de survie. Ayant été exposé à une manipulation psychologique quasi mortelle et ayant survécu pour en témoigner, votre cerveau développe des mécanismes de défense comportementaux très robustes. Le voile idyllique des fantasmes se dissipe définitivement. Vous commencez à observer les interactions humaines, de la boulangerie au monde de l'entreprise, sans le filtre d'une projection bienveillante.
Vous ne partez plus du principe que tout le monde partage vos valeurs morales. Pour la première fois de votre vie, vous commencez à juger les gens non pas sur leurs apparences. Vous ignorez les belles intentions qu'ils prétendent avoir. Vous méprisez les excuses tristes et alambiquées qu'ils invoquent pour justifier leur comportement destructeur. Votre attention devient chirurgicale. Vous analysez uniquement et exclusivement les schémas d'action observés au fil du temps. Les mots ne sont plus qu'un bruit de fond. Les actes deviennent les seules données valables. Vous devenez un observateur froid des faits, cartographiant les incohérences et les incongruités en temps réel. Le choc brutal de la réalité avec ce pervers narcissique a déchiré le voile de votre naïveté avec une telle force qu'il a emporté avec lui une couche de votre carapace émotionnelle. Vous voyez le mal beaucoup plus clairement maintenant, car vous avez été traîné au bord du précipice, forcé de regarder droit dans les profondeurs de l'abîme humain, et l'abîme vous a renvoyé votre regard à travers les yeux vides, glacés et envieux de votre agresseur. Votre innocence d'enfance a été la monnaie d'échange, le prix exorbitant payé pour votre lucidité absolue actuelle. Vous ne serez plus jamais la proie facile, distraite et complaisante que vous étiez autrefois, car l'aveuglement moral a été éradiqué de votre être. Le monde, en réalité, n'est pas devenu plus laid, plus effrayant ou plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Vous avez simplement cessé d'halluciner un monde parfait et sûr qui n'a jamais existé, à aucun moment de l'histoire de l'humanité. C'est précisément dans ce contexte de clarté absolue et de douleur résiduelle, alors que les anciennes illusions sont complètement anéanties, que votre esprit s'éveille et entame la prochaine étape cruciale de votre survie. Maintenant que vous savez sans l'ombre d'un doute que le mal existe de façon préméditée et que vous savez exactement comment il se camoufle dans la société, votre cerveau a un besoin impérieux de franchir une nouvelle étape pour comprendre les rouages de la manipulation et vous assurer avec une précision chirurgicale de ne plus jamais être pris au dépourvu. Votre esprit doit être plongé dans la phase 2 de cette sombre transformation, l'anatomie de la prédation. Le choc initial, caractérisé par l'effondrement de la projection empathique abordée lors de la phase précédente, est passé. Il a laissé place à un désert, dévasté par la désillusion, mais totalement dépourvu de romantisme. C'est précisément sur ce terrain aride que votre cerveau, désormais en mode survie primaire, entame un processus fascinant et brutal de dissection du mécanisme de l'abus. La dissonance cognitive, cette confusion mentale torturante et épuisante qui vous poussait à tenter de concilier les mensonges flagrants de l'agresseur avec votre volonté désespérée de le croire, finit par disparaître. Et elle ne disparaît ni par miracle ni par thérapie, elle disparaît de faim. Elle disparaît simplement parce que vous cessez de la nourrir d'espoir et de rationalisation. Vous avez mis un terme brutal et définitif à la production interne d'alibis et d'excuses pour justifier le comportement du pervers narcissique. Avant ce stade, votre instinct d'empathie vous poussait à pathologiser les abus pour les rendre en quelque sorte tolérables et compréhensibles. Vous vous disiez que l'agresseur agissait avec cette cruauté glaciale parce qu'il portait de profondes blessures d'enfance, parce qu'il était secrètement insécure, ou parce que les circonstances de la vie l'avaient empêché d'apprendre à aimer véritablement. Vous avez agi comme l'avocat de votre propre bourreau. À présent, sous la lumière froide et implacable de la raison analytique, vous comprenez une vérité à la fois terrifiante et libératrice. La cruauté que vous avez subie n'est pas un effet secondaire tragique d'un traumatisme passé non résolu. La cruauté est l'objectif principal de son mode de fonctionnement. La souffrance que le narcissique vous inflige n'est pas un accident. C'est le résultat précis qu'il désire et qu'il planifie de produire. Le contrôle absolu sur l'état mental d'une personne, exprimé par des cris désespérés, une anxiété chronique ou des accès de colère réactifs, est la monnaie d'échange, le carburant de choix qui alimente l'ego démesuré et le gouffre intérieur de cette structure de personnalité.
en acceptant sans condition que l'intention derrière chaque acte destructeur soit purement et simplement l'extraction de ressources émotionnelles et la domination, le voile épais de la confusion se lève. L'ingénierie de la manipulation est soudainement exposée, nue et visible dans ses moindres détails mécaniques. Grâce à cette clarté, vous commencez à percevoir l'arsenal des tactiques de manipulation psychologique non plus comme des tempêtes émotionnelles incontrôlables et imprévisibles dont il faut se cacher, mais comme des schémas mathématiques et des algorithmes comportementaux extrêmement rigides, inflexibles et prévisibles. Le pervers narcissique, bien qu'il puisse paraître un génie du mal au début de la relation, est en réalité un être dépourvu de personnalité propre et de toute créativité empathique. De ce fait, il fonctionne selon un mode d'emploi étonnamment limité et répétitif. Et vous, en quittant le rôle de victime aveugle et en adoptant celui d'observateur détaché, vous commencez à parcourir et à décrypter ce mode d'emploi avec une lucidité totale. Prenons l'exemple concret du gaslighting, cette technique néfaste de distorsion de la réalité. Auparavant, lorsque le narcissique vous regardait droit dans les yeux et niait catégoriquement des événements que vous saviez avoir vécus, ou lorsqu'il inventait des conversations qui n'avaient jamais existé, votre système nerveux s'effondrait. Vous paniqueriez, vous commenceriez à douter de votre propre santé mentale et vous dépenseriez une énergie psychologique considérable à tenter désespérément de rassembler des preuves matérielles, des captures d'écran et des arguments pour prouver votre version des faits à quelqu'un qui connaissait déjà la vérité. Vous essayez de débattre avec un mensonge. Maintenant, en décryptant les mécanismes obscurs de la manipulation mentale, vous comprenez pleinement que cette tactique n'a absolument rien à voir avec le fait de prouver qui a raison ou tort. Le but de la manipulation mentale est de déstabiliser structurellement votre confiance en vous. C'est une attaque informatique directe contre votre mémoire et votre perception. Lorsque vous intégrez ce concept, le désespoir disparaît presque instantanément. Vous considérez la tentative de distorsion de la réalité non pas comme une attaque personnelle, mais en vous disant « c'est le troisième outil de sa stratégie, utilisé à cet instant précis simplement parce qu'il a l'impression d'avoir perdu le contrôle de la situation et qui a besoin que je passe pour folle pour conserver son pouvoir. » La tactique perd alors tout son pouvoir de paralysie et de torture. Le charme est rompu par la compréhension simple mais profonde de la structure de cette manipulation. Cette même froideur mathématique s'applique désormais à la tactique de triangulation. Souvenez-vous de la précision chirurgicale avec laquelle votre agresseur insérait constamment des tiers dans la dynamique de votre relation. Il pouvait s'agir d'une ex-petite amie non résolue, d'un collègue séduisant, d'un ami proche, voire d'un membre de votre famille. L'insertion de cette tierce personne avait toujours, invariablement, pour seul but de créer en vous un climat de compétition silencieuse, une jalousie paralysante et une insécurité chronique. Par le passé, aveuglé Aitiki par la passion et le flot incessant d'amour résiduel, vous êtes facilement tombé dans ce piège machiavélique. Vous vous sentiez insuffisant, inadéquat, et vous vous êtes mis à lutter frénétiquement pour l'attention et la validation d'un partenaire qui vous humiliait publiquement, activement et délibérément. Mais à présent, en analysant lucidement les rouages de la triangulation, vous comprenez qu'il ne s'agit que d'un procédé marketing grossier, d'une valorisation artificielle de l'agresseur. Le narcissique, pleinement conscient de n'être qu'une coquille vide sans valeur intrinsèque, a désespérément besoin de se construire l'illusion d'être un prix convoité et disputé. Il a besoin que vous le croyiez rare et précieux pour que vous redoutiez de le perdre et que vous vous soumettiez à ses règles abusives afin de le garder près de vous. C'est la loi fondamentale et primitive de l'offre et de la demande appliquée directement à la torture psychologique. En découvrant les ficelles qui manipulent cette marionnette, la tierce personne cesse immédiatement d'être une véritable menace pour votre ego.
Vous commencez à l'apercevoir avec un mélange de pitié et d'indifférence, la reconnaissant simplement comme un pion ignorant de plus, déplacé sur l'échiquier du prédateur pour susciter votre jalousie. Vous ne participez plus aux triangles amoureux, car vous comprenez parfaitement que le prétendu prix de cette compétition est, en réalité, votre propre punition quotidienne. Gagner cette compétition, c'est gagner le droit de continuer à être vampirisé par un parasite émotionnel chronique. Même le fameux silence radio, considéré par les experts comme l'outil de punition le plus sadique et efficace de l'arsenal narcissique, perd tout son pouvoir de paralysie et de terreur. Lorsque vous étiez prisonnier de votre propre projection empathique, ce silence punitif vous déchirait intérieurement comme des lames acérées. Vous ne supportiez plus le vide glacial qui régnait. Vous suppliiez pour le moindre signe de communication, envoyiez des dizaines de messages restés sans réponse, présentiez des excuses en larmes pour des choses que vous étiez absolument certain de n'avoir pas faites, et endossiez la responsabilité de conflits imaginaires uniquement pour que l'agresseur vous adresse à nouveau la parole, restaurant ainsi une fausse impression de paix dans la relation. Vous réagissiez ainsi viscéralement car pour le cerveau d'une personne empathique et neurologiquement saine, un silence prolongé en plein conflit signale la rupture imminente d'un lien émotionnel vital et la rupture de ces liens provoque une douleur authentique. Cependant, pour le pervers narcissique, les mécanismes du silence sont tout autres. Il ne s'agit pas d'une incapacité temporaire à s'exprimer due à la colère. C'est la communication non verbale d'une domination absolue. Le silence est une démonstration ostentatoire de force, un siège psychologique militaire conçu spécifiquement pour provoquer une souffrance intense liée au manque et vous conditionner, comme on conditionne un animal en laboratoire, à la soumission et à l'obéissance par peur de subir à nouveau le même châtiment. En décryptant cette tactique vile, vous la neutralisez. Vous commencez alors à percevoir le silence glacial du manipulateur, non plus comme une punition insupportable et mortelle, mais simplement comme une trêve tactique, une pause parfaitement prévisible dans le rythme d'extraction de votre énergie vitale. Vous comprenez alors que l'agresseur se cache derrière un mur de silence non pas parce qu'il est profondément blessé par vous, mais parce qu'il joue à un jeu pervers de patience, attendant froidement, chronomètre en main, le moment précis où votre désespoir et votre angoisse atteindront leur paroxysme, le moment où il reviendra enfin sur le devant de la scène, brandissant la couronne et le sceptre du contrôle absolu sur vos nerfs. Et lorsque votre esprit atteint cette clarté structurelle, vous cessez de paniquer. Vous vous asseyez, observez son silence et lui répondez par un silence véritable et mortel, le silence de votre indifférence totale. L'arme de destruction massive du prédateur est soudainement neutralisée entre ses mains, le laissant hébété, privé de la dose de réaction chaotique dont il a désespérément besoin pour se sentir exister. Cette transformation cognitive profonde et irréversible aboutit au développement de la compétence la plus puissante, la plus sous-estimée et la plus vitale de tout être humain ayant survécu à la manipulation psychologique, la capacité d'opérer une séparation chirurgicale impitoyable et définitive entre l'intention déclarée par les mots et l'affection réelle manifestée par les actes. Vous commencez alors à analyser les dynamiques des relations humaines de manière purement analytique, utilitaire et transactionnelle. Après avoir vécu intimement avec un architecte de mensonges pathologiques, vous apprenez brutalement que les mots prononcés au hasard n'ont aucun sens en soi. Ce ne sont que des outils, des leviers et des hameçons utilisés pour s'insinuer dans votre esprit et vous voler votre énergie. Vous apprenez que les promesses grandioses de changement ne sont que des appâts empoisonnés jetés dans l'obscurité. Vous découvrez que les déclarations d'amour théâtrales ne sont rien de plus que des chaînes invisibles forgées pour vous enchaîner à la culpabilité et à la responsabilité. Un simple « je t'aime » prononcé par un pervers narcissique ne décrit pas un abandon émotionnel ni une affection véritable.
Il s'agit en fait de décrire strictement un état de possession matérielle, de revendiquer la propriété de son propre être. Ainsi, votre esprit recalibré apprend à fonctionner avec un nouveau système de protection. Il apprend à couper net le flux des promesses et des lamentations théâtrales du manipulateur, concentrant son attention exclusivement sur le langage dur, froid et silencieux des actes réels. Vous cessez d'être un partenaire romantique à l'écoute et vous vous transformez en un observateur implacable des conséquences de ses comportements. Si les paroles de cette personne sont douces et évoquent un avenir prospère à vos côtés, mais que ses actions quotidiennes ne cessent de vous humilier publiquement, de vous désorienter et de creuser vos finances, tout en vous isolant de vos proches, les données concrètes enregistrées dans votre esprit révèlent sans équivoque une prédation continue et jamais une histoire d'amour ou de partenariat. Votre regard sur le manipulateur cesse d'être complaisant, clément et plein d'espoir vain. Il devient rigoureux et méthodique. On commence alors à observer le pervers narcissique exactement comme un biologiste chevronné observe un insecte venimeux extrêmement dangereux enfermé dans un bocal en verre au laboratoire. Face à ce bocal, il n'y a pas de place pour une haine aveugle et passionnée, pas plus qu'il n'y a de place pour la croyance irrationnelle et puérile que ce scorpion-là, par un miracle de compréhension, se transformera en papillon et perdra son dard. Seule l'étude analytique, objective et détachée de la production biologique du venin, de l'orchestration de la stratégie de frappe en une fraction de seconde, de l'injection du dard dans la proie et surtout des voies d'échappement les plus sûres de cet environnement hostile. En disséquant l'anatomie complète de la prédation émotionnelle de cette manière structurelle, vous accomplissez l'impensable, vous neutralisez le principal atout tactique du narcissique, son mécanisme opératoire fondé sur le secret, le brouillard et la manipulation des zones d'ombre. La lâche violence psychologique est comme une moisissure noire. Elle ne peut prospérer que dans l'obscurité et l'humidité de l'ignorance de la victime face à la réalité. Lorsque vous braquez les projecteurs impitoyables d'une analyse comportementale clinique rigoureuse sur chaque rouage de la machine à manipuler, le prédateur perd instantanément son aura de supériorité. Il se ratatine face à la vérité. Il cesse d'apparaître à vos yeux comme ce grand méchant omniscient et omnipotent qui contrôlait vos émotions et dictait votre destin à jamais. Il est réduit à sa véritable nature, pitoyable, un être tragique, misérable et émotionnellement immature, prisonnier de l'enfance, qui répète inlassablement les mêmes schémas d'idéalisation éphémère, de dévalorisation colérique et de rejet lâche uniquement parce qu'il est biologiquement et psychologiquement incapable de construire une relation réelle, entière et authentique avec un autre être humain. La machine de destruction a finalement été démantelée sur la table d'opération de votre esprit guéri. Vous avez catalogué, étiqueté et classé sur des étagères séparées chaque pièce de cette machine abusive, chaque mensonge compulsif, chaque technique grossière de manipulation cognitive et chaque forme déguisée de contrôle dictatorial sur vos actions. La peur primale, aveugle et paralysante qui le dominait a été entièrement remplacée par la puissance d'une connaissance empirique indéniable du mal à l'œuvre chez l'être humain. C'est précisément à ce stade de maturation neurologique et intellectuelle, lorsque les manœuvres de manipulation perverse sont mises à nu et que les illusions romantiques d'antan sont complètement dissipées, que votre cerveau intègre la dernière, la plus sophistiquée et la plus définitive mise à jour de sécurité de votre système existentiel. Survivre à une cohabitation intime avec un architecte de mensonges pathologiques engendre une adaptation évolutive radicale chez votre esprit. Votre cerveau, qui fonctionnait auparavant en toute confiance aveugle, instaure désormais une zone de sécurité, une distance psychologique calculée entre vous et toute personne croisant votre chemin. Vous n'autorisez plus personne à envahir votre espace mental ou émotionnel sans un examen minutieux, silencieux et implacable. Il ne s'agit pas de peur, mais d'une posture de domination territoriale. Vous avez appris que la proximité immédiate est l'arme des escrocs.
Vous maîtrisez donc l'art de maintenir une distance tactique permettant aux gens de révéler leur véritable nature à travers leurs actions au fil du temps, tout en restant en sécurité et maître de la situation, observant l'échiquier de l'extérieur avant de déplacer la moindre pièce. Le premier signe majeur de ce réglage de votre radar interne est le développement d'une capacité quasi surhumaine à percevoir les micro-expressions et les incohérences subtiles dans le comportement d'autrui. Auparavant, vous ignoriez le ton légèrement arrogant de la voix, le regard qui ne correspondait pas au sourire ou les petits mensonges du quotidien justifiant tout par de simples faiblesses humaines pardonnables. Aujourd'hui, ces mêmes subtilités déclenchent des alarmes assourdissantes dans votre centre de contrôle neurologique. Votre cerveau a archivé le regard glacial, vide et prédateur du pervers narcissique avec une telle précision que vous êtes désormais capable de détecter le vide dans les yeux des autres en une fraction de seconde. Vous percevez le charme artificiel, la séduction forcée et la gentillesse exagérée, non comme les traits d'une personnalité captivante, mais comme le camouflage grossier de quelqu'un qui tente de dissimuler des intentions cachées. Le bénéfice du doute, cette vieille concession bienveillante que vous accordiez sans discernement et qui a failli vous coûter la raison, a été brutalement rayé de votre vocabulaire comportemental. Si une situation, un regard ou un commentaire ressemble à un piège, votre système le classe immédiatement comme tel, sans avoir besoin d'attendre que le danger vous frappe à la gorge pour en avoir la confirmation définitive. Et c'est précisément cette hypervigilance rigoureusement acquise qui agit comme un vaccin psychologique définitif contre les petits prédateurs et les manipulateurs du quotidien. Ayant survécu à un prédateur alpha, un individu au narcissisme extrême qui appliquait des tactiques de torture mentale avec une précision militaire, vous découvrez que les tentatives de manipulation des gens ordinaires deviennent d'une transparence absurde et franchement pathétique. Le chantage affectif d'un membre de la famille, les commérages sournois d'un collègue toxique ou les mensonges éhontés d'un nouvel amour qui tente de vous envoûter n'ont plus aucun impact sur vous. C'est comme si vous sortiez d'une guerre de tranchées et que soudain quelqu'un essayait de vous effrayer avec un pistolet factice. Votre tolérance au jeu psychologique tombe à zéro. Vous observez les petites mises en scène de victimisation et les projections de culpabilité avec la même froideur et le même détachement qu'un inspecteur chevronné observe le témoignage d'un délinquant amateur incapable d'effacer ses traces. Vous ne vous offusquez pas, vous ne vous irritez pas et surtout, vous ne cherchez pas à corriger le comportement de l'autre. Vous vous contentez d'enregistrer les données, de calibrer votre réponse avec une froideur millimétrique et de neutraliser la menace grâce à votre arme la plus redoutable, l'indifférence absolue et un refus immédiat de participer au jeu. Cette froideur n'est ni cynisme, ni dépression, ni amertume, contrairement à ce que la société, souvent inconsciente des abus, voudra vous faire croire. Cette froideur est l'atout stratégique le plus sophistiqué que l'esprit humain puisse développer. Vous avez atteint un niveau de réalisme pragmatique où la malice, l'envie, l'égoïsme et la trahison ne sont plus des surprises dévastatrices, mais des variables parfaitement normales dans l'équation des relations sociales. Vous cessez de souffrir car vous avez cessé d'exiger du monde et des êtres humains qu'ils soient idéaux, justes ou moralement parfaits. Vous acceptez les lois fondamentales, souvent sombres, de la nature humaine. Vous comprenez que le désir d'autrui de rechercher son avantage personnel à tout prix est une réalité irréfutable et vous cessez de vous en lamenter. Au lieu de déplorer ce que les gens devraient être, vous vous en tenez à ce qu'ils révèlent par leurs actes cohérents. L'illusion que votre amour puisse guérir un caractère corrompu disparaît complètement, remplacée par la certitude mathématique que le caractère se démontre par la constance et non par de belles paroles. Dans cette nouvelle réalité, le silence devient votre meilleur allié et votre principal outil d'introspection. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne dévoilez plus vos vulnérabilités dès la première semaine. Vous ne comblez plus les silences avec des informations cruciales sur vos peurs pour ensuite les exploiter contre vous.
Vous apprenez à rester immobile, imperturbable, laissant l'autre parler, bouger, se dévoiler en premier. Vous devenez un miroir implacable, ne réagissant pas émotionnellement aux provocations destinées à tester vos défenses. Si quelqu'un tente de semer le chaos dans votre vie, vous ne répondez pas par le chaos, vous répondez par une absence de réaction des plus terrifiantes et calculées. Votre maîtrise émotionnelle devient si rigide et impénétrable que quiconque cherche à vous soutirer de l'affection se sentira étouffé en votre présence, car il comprendra vite qu'il n'y a aucun moyen de vous manipuler, aucun bouton à actionner, et aucun public pour le théâtre d'absurdité qu'il tente de mettre en scène. La conséquence ultime de l'interaction avec un manipulateur narcissique et de l'analyse approfondie de ses mécanismes de manipulation est la libération totale du besoin de validation extérieure. Lorsque vous comprenez pleinement les rouages de la prédation, vous réalisez que l'opinion du narcissique à votre égard n'a jamais reflété votre véritable valeur, mais n'était qu'un outil de contrôle conçu pour vous détruire. En invalidant l'autorité morale du manipulateur, vous détruisez involontairement toute emprise d'autrui sur votre estime de soi. Votre estime de soi cesse d'être externalisée. Elle est internalisée, protégée et enfermée dans une forteresse mentale accessible à vous seul. Le mal devient clair, prévisible et banal à vos yeux. Et c'est précisément parce que vous pouvez percevoir le mal avec la clarté d'une lame fraîchement aiguisée que vous devenez intouchable, évoluant dans les méandres de la psychologie humaine avec la sérénité de celui ou celle qui, après avoir exploré les profondeurs de l'enfer cognitif et décrypté ses démons, a découvert qu'il ou elle porte en lui elle-même le feu. Si cette analyse froide et structurelle vous a enfin ouvert les yeux, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que l'algorithme de YouTube la diffuse, abonnez-vous à Narcisse 360 et laissez un commentaire ci-dessous. À quel moment précis votre dissonance cognitive a-t-elle disparu? Pour poursuivre l'exploration de la psychologie prédatrice, regardez immédiatement la vidéo qui s'affiche à l'écran.